Bonne matinée sur votre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Bar de l'économie en vidéo live sur Facebook, YouTube, SoundCloud et bien sûr sur bardeleconomie.fr. Alors aujourd'hui c'est Dominique Flora qui est au micro avec une émission sur le thème de l'automobile. Nous ne serons pas comme bien souvent côté constructeur mais côté distributeur. En effet je reçois les représentants du groupe Vauban qui représentent les marques Peugeot, Citroën, DS, Toyota et Seat. Et notre agenda, vous le verrez, est bien rempli avec plein de thèmes à discuter. Ce qui est déjà intéressant, c'est que les marques que je viens de citer appartiennent à 3 grands constructeurs mondiaux. Peugeot, Citroën et DS, c'est le groupe PSA, ou plutôt Stellantis depuis la fusion entre PSA et Fiat. Toyota, eh bien, c'est Toyota, et Seat appartient au groupe Volkswagen. Nous parlerons de toutes les activités que nous pouvons trouver dans une concession automobile, des mutations en cours et à venir, comme les véhicules électriques par exemple, la digitalisation qui avance à grands pas et qui s'accélère de plus en plus. Nous traiterons également des relations avec les constructeurs et des perspectives de la distribution automobile et de l'entrepreneuriat en général. Vous voyez déjà que le programme va être riche et pour en parler, je suis très heureux d'accueillir nos invités qui ont eu la gentillesse de venir jusqu'à nous à Enghien-les-Bains. Ils sont avec nous en studio, je vous les présente. Alors tout d'abord, Olivier Ossard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le dirigeant investisseur du groupe Vauban Automobile. Vauban Automobile, c'est 20 concessions, 5 marques basées dans le Val d'Oise, les Yvelines et l'Eure. C'est une société qui aura 100 ans l'année prochaine et qui emploie plus de 550 collaborateurs. Vous dirigez ce groupe de distribution depuis 1993. Vous connaissez donc très bien le secteur automobile et je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de choses à nous dire. Puis Christophe Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes au sein de Vauban Automobile responsable du pôle Peugeot. C'est vous qui pilotez tout le commerce de la marque sur l'ensemble des sites. Eh bien, vous nous expliquerez comment vous vous êtes organisé, comment vous relayez la politique commerciale de la marque, mais surtout comment vous y mettez votre touche personnelle et comment vous arrivez à vendre un volume de 7000 voitures neuves par an. Et nous avons aussi avec nous Sébastien Groine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes également collaborateur au sein du groupe Vauban, mais pour la partie après-vente et pièces de rechange. Votre titre exact, c'est responsable transversal après-vente et pièces de rechange, c'est-à-dire que vous supervisez l'ensemble des points de vente pour les marques du groupe Vauban. Avec vous, nous parlerons commerce après-vente, gestion des équipes, évolution des compétences liées aux évolutions technologiques et nous reviendrons aussi sur votre parcours qui est très riche parce que vous l'avez fait chez d'autres distributeurs et pour d'autres marques que vous couvrez aujourd'hui. Bref, vous aurez aussi, j'en suis sûr, plein de choses à nous dire. Alors, vous voyez, chers auditeurs, vous venez de l'entendre, nos 3 invités travaillent ensemble et c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est de bien comprendre la complémentarité de toutes ces activités qui coexistent au sein d'un groupe de distribution automobile installé sur plusieurs sites pour répondre tous les jours aux attentes de ses clients. Voilà pour la présentation de nos invités et le programme de notre émission. Alors, nous allons poursuivre avec la chronique santé. C'est Céline Mestre, le bien-être alimentaire. Bonjour Florence, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle bien-être, mais bien-être alimentaire. Loin de moi l'idée d'en rajouter une couche supplémentaire par rapport aux innombrables conseils diététiques dont vous êtes abreuvés depuis 1 an. Non, juste l'envie de partager avec vous ce constat simple, tout ne se joue pas dans l'assiette. Certes, depuis 1 an, à l'occasion des confinements successifs, du couvre-feu, du télétravail, on est plus souvent et plus longtemps à la maison, avec toutes les tentations de grignotage à portée de main dans ses placards. Par ailleurs, on bouge moins, donc on peut avoir tendance à prendre du poids. Mais ce n'est pas tout. Cette période inédite est aussi et surtout une période d'anxiété et de frustration, le cocktail explosif qui nous amène à compenser, notamment par la nourriture, et tant qu'à faire avec du gras et du sucre particulièrement réconfortant. En outre, votre prise de poids est peut-être aussi liée à une nourriture émotionnelle et une nourriture intellectuelle moins abondante en ce moment. Un déjeuner avec les collègues au restaurant, un apéro entre amis, ça n'est plus possible et pourtant ça nourrit notre cerveau, nos émotions et nos sens. Cette perte en qualité est souvent compensée par la quantité. Alors posez-vous la question, avant d'ouvrir le placard et de dévorer du sucre et du gras, demandez-vous de quoi vous avez besoin. La plupart du temps, quand on ouvre le placard pour grignoter à 15 heures, on n'a pas faim. On a besoin de décompresser, de se récompenser ou simplement de se reposer. Pensez aussi à bien mastiquer vos aliments. Cela présente 2 avantages. Le premier, c'est que mâcher davantage permet de prédigérer les aliments et ça va faciliter le travail de l'appareil digestif.
Le deuxième, c'est que mâcher davantage permet de ralentir la vitesse à laquelle on mange. Ainsi, quand la sensation de rassasiement arrive, on a quantitativement moins mangé. Et puis, arrêtez de juger systématiquement ce que vous avez dans votre assiette. Ok, vous êtes au fast-food, vous savez que votre repas est plutôt copieux, mais plutôt que de culpabiliser, eh bien dites-vous exceptionnellement, je me l'autorise, car je prends plaisir à partager ce bon moment avec mes enfants, par exemple. À bientôt! Voilà, c'était les quelques conseils concernant votre bien-être alimentaire. Alors pour continuer, nous allons regarder les infos du jour. J'en ai sélectionné 3 aujourd'hui. Alors la première, elle concerne le fabricant de jouets Lego, à qui la pandémie a bien réussi. En effet, la société danoise a annoncé mercredi un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros, en hausse de 19% par rapport à 2020. Il s'agit d'un record qui est historique pour le fabricant des célèbres briques en plastique, qui par ailleurs n'est pas coté en bourse. Son chiffre d'affaires, lui, a bondi de 13% pour avoisiner les 60 milliards d'euros. Donc 60 milliards pour vendre des petites briques en plastique. La crise sanitaire a bien entraîné la fermeture temporaire d'usines en Chine et au Mexique, occasionnant pour Lego une hausse des coûts de livraison. Mais dopées par les confinements, propices aux jeux de construction, ces ventes ont progressé partout dans le monde. Elles sont portées par la hausse du commerce en ligne. Les visites sur le site Lego ont doublé en 2020, mais aussi par l'ouverture de 134 nouveaux magasins, dont 91 en Chine. Car malgré l'essor des ventes sur Internet, le groupe n'entend pas renoncer au commerce traditionnel. En 2021, il prévoit d'ouvrir 120 magasins supplémentaires, dont 80 en Chine, où il ne cesse d'élargir sa présence. Outre ces produits classiques qui restent parmi les plus vendus, Lego, alors Lego c'est la contraction du danois, vous me pardonnerez l'accent, c'est Let God, ça veut dire amuse-toi. Eh bien, Lego mise sur le numérique et des expériences de jeux interactifs avec des jouets connectés, mêlant construction et réalité augmentée. Lego souligne ainsi le succès de sa gamme Super Mario, lancée en août 2020. Ça vous fait réagir, Olivier Ossard, d'entendre ça pour une entreprise comme Lego ? Écoutez, la crise sanitaire a fait des perdants, beaucoup de perdants, mais a fait aussi des gagnants. C'est vrai que ce matin, j'entendais une chronique sur le CAC 40 qui a retrouvé son niveau d'avant la crise. Mais c'est le fruit de baisse de certaines valeurs comme Airbus ou des banques. En revanche, il y a des entreprises qui ont profité de cette crise sanitaire, comme les laboratoires pharmaceutiques, la grande distribution. Donc, cette crise, oui, fait des gagnants et des perdants. Chez nous aussi, je dirais qu'il y a eu des conséquences parce que les gens n'ont pas dépensé d'argent pendant le confinement au mois de mars, avril, mai, et qu'à la sortie du confinement, il y avait des gens qui avaient envie d'un peu s'éclater, et ça nous a un peu profité puisqu'ils avaient fait des économies et ils sont un peu lâchés pour acheter des voitures. Ah bah ça c'est bien pour vous alors, on va en reparler tout à l'heure. Alors la deuxième information, elle vous concerne, enfin c'est un peu sur votre activité, je dirais, c'est la levée de fonds en fait qu'a fait Caros, une levée de fonds de 7 millions d'euros. C'est une levée de fonds qui a été faite auprès de la Massif et de la Commission européenne. Alors Caros, qui c'est ? Caros, c'est une start-up française qui est spécialisée dans le covoiturage et qui, avec cette levée de fonds, va s'étendre en Europe en se déployant d'abord au Danemark en partenariat avec FDM, qui est un opérateur majeur de services de mobilité. Alors quelques mots sur Caros. Caros a été lancé en 2014 par Olivier Binet et Tristan Croiset, qui venaient de Criteo et de Google. C'est une plateforme qui vise à favoriser le covoiturage entre le domicile et le lieu de travail. Depuis l'application, les utilisateurs peuvent trouver des particuliers avec qui partager leur trajet pour aller travailler ou rentrer chez eux. La start-up revendique à ce jour plus de 400 000 utilisateurs en France et plus de 150 clients entreprises et collectivités locales. Après avoir enregistré 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, elle prévoit de décoller avec la sortie de la crise sanitaire. Parmi ses clients, on peut citer la région Île-de-France, qui l'utilise pour proposer un service de covoiturage gratuit aux détenteurs d'un pass Navigo, la région participant aux frais dus à l'automobiliste assurant le trajet. En Normandie également, le trajet est facturé à 1 € pour l'usager sur le modèle d'un ticket de bus. Airbus, Safran, Total figurent également parmi les utilisateurs de son service. En France, Caros est en concurrence notamment avec BlaBlaLines, qui est le service de covoiturage domicile-travail de Blablacar, et Klaxit. À noter que le coronavirus lui a quand même fait perdre 21% de trajets selon ses chiffres, mais elle espère retrouver ses taux de croissance pré-Covid, c'est-à-dire avoir une croissance de 15% par mois lors du retour à la normale sanitaire.
L'année dernière, Caros s'est lancé au Maghreb pour sa première expérience et l'international. La plateforme de covoiturage est en effet disponible depuis février 2020 en Algérie grâce à un partenariat signé avec Temtem, un acteur local sur le marché des VTC qui revendique plus de 500 000 clients. Alors on voit en fait que cette start-up, elle se développe beaucoup en partenariat. Le covoiturage, ça vous touche, Olivier Ossard, vous dans votre domaine ? Écoutez, on n'a pas de chiffres, mais c'est sûr que ça fait que les voitures, enfin, il y a moins de voitures, mais des voitures qui roulent plus. Voilà, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que moi je suis un petit peu Blablacar et Frédéric Mazella, et moi j'avais entendu que dans un premier temps il s'était lancé justement sur ce créneau du trajet domicile-travail et que il avait abandonné. C'était après, il s'était mis plutôt sur les trajets loisirs et que parce qu'il n'avait pas trouvé l'équilibre économique sur ce créneau du trajet domicile-travail. Voilà, bah écoutez, on va voir. Oui, c'est de toute façon toutes ces startups, c'est bien. Je suis pas un réactionnaire, mais moi je dis toujours l'heure du compte de résultat sonnera un jour et que le chiffre d'affaires c'est bien, mais ce qui compte c'est le résultat d'exploitation. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors la troisième information, on en a déjà entendu parler, c'est l'énorme plan de relance qui est voulu par Joe Biden aux États-Unis. Il s'agit du troisième programme de dépenses majeures américain pour lutter contre les effets de la pandémie. Le plan de sauvetage américain comprend des aides totalisant 1900 milliards de dollars. Alors ce montant peut nous donner le vertige, car en fait, à titre de comparaison, c'est l'équivalent du PIB italien en 2020. Ce plan a été adopté mercredi 10 mars, c'est-à-dire avant-hier par le Congrès. Il vise à lutter contre les effets de la pandémie. C'est une première victoire marquante de Joe Biden, 50 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce plan ? Eh bien, des millions d'Américains toucheront des chèques d'aide directe allant jusqu'à 1 400 $ par individu et par personne à charge, pour un montant global de quelques 400 milliards de dollars. Le plan prolonge en outre jusqu'à septembre des allocations chômage exceptionnelles qui devaient expirer le 14 mars. Quelques 15 milliards de dollars seront consacrés à la vaccination, 50 milliards pour les tests et le traçage, 10 milliards pour la production de vaccins. Le plan consacre également 126 milliards de dollars aux écoles, de la maternelle au lycée pour soutenir leur réouverture malgré la pandémie, ainsi que 350 milliards en faveur des États et des collectivités locales. Bon, je suis sûr que vous avez déjà oublié tous ces chiffres, mais on voit quand même que c'est des montants qui sont colossaux. Alors, il y a une autre tendance aussi que des autres économistes mettent en garde, c'est contre le risque d'inflation, en rappelant que ce plan succède déjà à un premier plan de 2200 milliards de dollars qui avait été approuvé avec le soutien des républicains et des démocrates et promulgué par Donald Trump dès mars 2020. Eh bien voici, c'était les infos du jour. Et avant de démarrer les interviews avec nos invités, nous faisons une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Bonne matinée sur votre radio. Alors nous voilà au retour au bar de l'économie pour notre émission sur la distribution automobile et plus particulièrement avec les représentants de Vauban Automobile. Christophe Olivier, responsable du pôle de la marque Peugeot, Sébastien Grohan qui est responsable transversal après-vente et pièces de rechange et Olivier Ossard, directeur général. Alors Olivier Ossard, nous allons faire le premier interview avec vous et au bar de l'économie, ce que nous aimons bien, c'est faire connaissance avec nos invités qui nous racontent leur parcours, un peu leur histoire professionnelle, s'entend bien sûr. Alors écoutez, parlez-nous de votre histoire et dites-nous ce que vous avez fait pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Eh bien, je suis la 3e génération donc de la famille Ossard. J'approche de la soixantaine, donc il va falloir que je pense à la 4e génération. Voilà, donc moi j'ai pris les rênes de l'entreprise en 93. J'étais pas destiné à faire cela parce qu'après une grande école de commerce, j'avais commencé dans la banque, sur les marchés financiers, puis la banque d'affaires. Et puis mon père avait 60 ans en 92 et a posé le problème de sa succession. Et là, j'ai quitté le monde policé de la banque parisienne pour le monde des garages, attiré par l'entrepreneuriat. Très bien, très bien. Alors, je l'ai dit aussi, vous l'avez sous-entendu, c'est que le groupe Vauban Automobile, c'est bientôt 100 ans d'histoire. Donc c'est un groupe qui est quand même ancien. Et c'est assez rare dans l'automobile. Alors racontez-nous un petit peu comment ce groupe a grossi et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 100 années. Alors je vais essayer de pas être trop long. Alors les grandes étapes, donc 1922, fondation du garage Peugeot de Saint-Germain-en-Laye. Mon grand-père arrive en 1928 et s'associe avec cette personne. Voilà. Ensuite, donc la guerre, Deuxième Guerre mondiale, la reprise après la Deuxième Guerre mondiale. Alors excusez-moi, je vous interromps. Quelle marque représentait-il à ce moment-là? C'était Peugeot. C'était Peugeot dès le départ. Oui, c'était. Nous sommes historiquement Peugeot. Voilà, donc je vous disais la Deuxième Guerre mondiale, la reprise très forte après la Deuxième Guerre mondiale. Là, à l'époque, la croissance interne suffisait pour nourrir les désirs de croissance des entreprises. Voilà, mon père arrive en 1954. Il avait à l'époque 24 ans. Voilà, en 1956, nous quittons le centre de Saint-Germain pour des nouveaux locaux Place Vauban à Saint-Germain-en-Laye, d'où le nom de Vauban Automobile. Voilà, donc ça c'était en 56. Voilà, donc jusqu'en 1973, les 30 glorieuses, la croissance économique, je vous disais, nourrit la croissance interne. Après, les années ont eu des années plus difficiles. Voilà, moi je suis arrivé en 93 dans un contexte difficile. C'était les années difficiles Peugeot à l'époque, non? C'était les années difficiles pour l'économie en général en France. Et puis c'est des années qui étaient moins faciles peut-être qu'aujourd'hui pour Peugeot. Voilà, donc les grandes étapes de la constitution du groupe, la distribution automobile s'est concentrée. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de points de vente, mais qui sont concentrés dans les mains de moins d'investisseurs. Voilà, donc nous, on a participé à ce phénomène de concentration en rachetant en 1995 Argenteuil. Et puis en 2000, on a fait un gros coup puisqu'on a racheté les concessions Peugeot de Cergy-Pontoise, Les Mureaux et Mende. Donc là, on est passé de 3000 à 7000 véhicules neufs. Donc là, ça a vraiment donné une nouvelle impulsion au groupe. Les grandes étapes, c'est en 2010, première étape dans le multimarquisme en ouvrant un point de vente Seat sur notre site de Chambourcy. Ensuite, deuxième étape dans le multimarquisme, là une étape importante, c'est en 2012 où on rachète 5 concessions Toyota situées sur les mêmes emplacements que nos concessions Peugeot, grosso modo. Voilà. Après, en 2014, on complète notre pôle Peugeot avec la concession d'Herblay. En 2017, on rentre chez Citroën avec la rachat de la concession Citroën de Mantes. J'ai l'impression que ça s'accélère ensuite, après, à partir de 2010, non? Non, en fait, je vous disais, il y a une
y a eu une étape importante qui est en 2000 où là on a racheté d'un seul coup 3 concessions Peugeot, mais ça fait passer de 3000 à 7000 Peugeot. Voilà. Après, ça a été une croissance, je dirais, régulière chaque année. Et le multimarquisme dont vous parlez, ça a été un choix délibéré pour vous ? C'est un choix pas délibéré, c'est un choix raisonné. D'accord. Expliquez-nous ça. C'est un choix raisonné parce que si on veut croître si on veut croître géographiquement, à un moment donné, les possibilités dans la zone sont épuisées, donc il faut se tourner vers d'autres marques. Après, c'est un choix raisonné parce qu'il faut quand même se mettre à l'abri des hauts et des bas des marques, donc parce qu'il y a des cycles produits, cyclique, hein, voilà, ouais. c'est ça, il y a des cycles produits, ouais. Donc en ayant plusieurs marques, on se met à l'abri des fluctuations de la réussite des marques, donc c'est un choix raisonné. Après, c'est aussi un choix naturel à travers l'accompagnement du constructeur avec lequel on travaille, puisque PSA, c'est Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat. Voilà, donc nous, on est rentré chez Citroën en 2017, poussé par justement le groupe PSA qui souhaite que ces investisseurs soient multimarques. D'accord. Alors aujourd'hui, vous travaillez avec 3 constructeurs qui sont d'origine très différentes. Il y a un français, un allemand, un japonais. Ces 3 manières de travailler qui sont vraiment différentes pour vous, comment vous le ressentez ? Alors il y a 2 aspects. Je dirais que la relation constructeur-distributeur, c'est une relation quand même un peu particulière. En off, mais on n'est pas en off, je dirais. Mais vous êtes un ancien de PSA, donc vous connaissez. Donc c'est quand même une relation qui est quand même pas très équilibrée. Donc le constructeur quand même impose beaucoup. Donc je dirais là, quel que soit le constructeur, on est toujours dans une relation déséquilibrée avec un peu le pot de terre contre le pot de fer. Voilà. Après, ce cadre étant défini, après suivant les constructeurs et suivant l'histoire que vous avez avec eux, je dirais que les relations peuvent être différentes. Donc Peugeot, c'est notre marque historique. C'est un constructeur généraliste français. Maintenant, on est dans le top 10 puisqu'on va être 9e distributeur Peugeot de France, donc je dirais que on pèse un certain poids et que du coup ça donne dans la relation. C'est important aussi pour vous de peser ce poids vis-à-vis du constructeur. Oui, ça donne ça peut un peu rééquilibre un peu, un petit peu, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marque Peugeot a beaucoup de succès en ce moment, qu'on a à la tête du groupe PSA Stellantis un personnage qui fait un travail remarquable, mais qui est d'une très 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 grande exigence. Voilà, donc je dirais que la relation avec Peugeot, c'est une relation de confiance, mais sans complaisance. Avec Citroën DS, notre marque cousine, c'est une relation qui est plus récente. On apprend à travailler ensemble. Il y a une dynamique produit qui est pas aussi forte que sur Peugeot. Donc voilà. Donc là, c'est une relation d'apprentissage, je dirais. Vous apprenez à vous connaître. On apprend à se connaître, voilà. Et puis on est plus petit. On fait que 1500 voitures, voilà. Ensuite Toyota. Donc Toyota, maintenant ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. Bon, c'est le premier constructeur mondial. Toyota, c'est une machine impressionnante, une culture japonaise. Il y a une vraie vision, une capacité à dérouler. Au départ, j'avais l'impression, comme j'étais récent chez eux, qu'il y avait les investisseurs historiques et puis les nouveaux. Bon, maintenant, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux, on a de bons résultats commerciaux, donc je dirais qu'on commence à rentrer dans une relation qui est partenariale. Et puis pour la petite histoire, le patron de Toyota aujourd'hui, c'est un ancien de chez PSA. Franck Marotte. Oui, en France. Excusez-moi. Oui. Tout à fait. Voilà. Et la dernière marque Seat, c'est quand même le groupe Volkswagen se dispute la première place mondiale avec Toyota. Ouais. Donc c'est un très gros groupe. Il y a une culture allemande. Bon, la marque que l'on représente, Seat, est une marque qui a été ajoutée au groupe Volkswagen. C'est une marque à un passé un peu complexe. Voilà, je dirais que elle trouve sa place maintenant dans le groupe Volkswagen. On a que 2 sites, donc je dirais que c'est une relation. C'est un peu pour voir, quoi.
Oui, enfin maintenant ça fait 11 ans, donc, oui, donc mais bon, ça n'a pas le même poids que Peugeot au quotidien. Mais en termes de dynamisme, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que vous avez fait le bon choix, parce que même si vous parliez de Seat, on voit que Seat, qui a vivoté pendant de nombreuses années, aujourd'hui est quand même très dynamique sur le marché de l'automobile et avec des produits qui sont tout à fait bien placés. Tout à fait, et puis il crée une marque sœur qui s'appelle Cupra, oui. Qui démarre très bien. Donc, en effet, donc sur le choix des marques, c'est qu'on a de la chance, parce que nos principaux volumes sont faits par Peugeot et Toyota, et que ces deux marques ont beaucoup de succès, parce que Peugeot vraiment est sur une dynamique incroyable en ce moment, puisque pour la première fois en 2021, Peugeot passe devant Renault. Puisqu'en fait sur les 2 premiers mois de l'année, Peugeot est à 20% de part de marché, lorsque Renault est à 18,5%. Donc historiquement c'est une étape, voilà. Et Toyota aussi a une dynamique incroyable avec l'hybride. Elle est devenue la 5e marque française, la première marque importée. Enfin importée, le terme devient impropre, puisque Toyota, avec son usine de Valenciennes, maintenant est considéré comme un constructeur semi-français. Alors dites-moi, sur les choix stratégiques de ces groupes, est-ce que ça impacte, vous avez partiellement répondu, mais je voudrais vous relancer sur le sujet, est-ce qu'ils impactent votre développement? Prenons PSA par exemple. La fusion avec Fiat, qui donne le nom de Stellantis, c'est aujourd'hui 14 marques qui peuvent vous laisser des ouvertures favorables pour distribuer d'autres marques, telles que Fiat, Alfa Romeo, Jeep par exemple. Si ça c'était votre volonté, est-ce que ça peut contribuer à votre développement par exemple? Ça a contribué à notre développement, parce que je vous disais que nous étions devenus distributeurs Citroën DS justement dans le cadre de nos relations avec PSA. Le but derrière, c'est de développer des synergies, puisque donc on est concessionnaire Citroën DS à Buchelet, et le but ça a été de rassembler sur un même site les 3 marques. On a fait la même opération au Mureau, où on a racheté la concession Citroën et on est en train de la déménager chez Peugeot. Voilà, donc il y a des opportunités liées aux constructeurs. Enfin, on les saisit pas toutes, parce que par exemple Opel, pour l'instant on n'a rien fait. Bon, c'est parce que sur la zone, il y avait déjà, toutes les concessions étaient plus ou moins... Oui, après, il faut qu'il y ait des opportunités. Il faut qu'il y ait des opportunités. Voilà. Après, avec Fiat, peut-être qu'il risque d'y en avoir, parce que sur notre territoire, le dispositif est assez émietté, et puis je ne sais pas s'il est très qualitatif. Voilà, donc j'attends de voir. Vous attendez, d'accord. Alors, avant de poursuivre plus en détail et de manière plus opérationnelle, j'ai quand même envie de vous interroger sur une activité qui est quand même forte dans les concessions automobiles, et je trouve qu'elle s'est énormément développée, c'est le véhicule d'occasion. Donc moi je trouve que les investisseurs se sont énormément investis pour faire de cette activité, qui était auparavant ce que j'appellerais entre guillemets un mal nécessaire, aujourd'hui une véritable activité de commerce. Est-ce que c'est ça la réalité ou pas? Oui, c'est la réalité. C'est la rentabilité pour une concession. L'activité véhicule d'occasion devient déterminante pour sa rentabilité. C'est une activité dans laquelle on a une relative liberté, puisque en fait on n'a pas d'objectif du constructeur. Quoique, voilà. Donc on exerce quand même l'activité sous un label du constructeur. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'avec le groupe PSA, ils sont en train d'uniformiser leur label. Je vous avais dû entendre parler de Spoticar. Donc Spoticar, c'est le nouveau label VO du groupe PSA. Stellantis, voilà, qui rassemble les marques Peugeot, Citroën, Opel, pas DS, parce que là on est dans le premium et donc ils voient un label particulier. Voilà, donc ça permet en termes de communication d'avoir une puissance de feu plus importante. L'activité VO, elle est importante parce que c'est un marché qui se développe et qui pèse 3 fois le marché VN. Alors c'est sûr que sur ce marché, 50% du marché vous le voyez pas. On le voit pas parce que ce sont des échanges entre particuliers. Néanmoins, il reste un marché de 3 millions de
de véhicules, voilà, qui est quand même plus important que le marché des véhicules neufs qui est de 2 millions. Aujourd'hui, dans le groupe, on fait 8 VO pour 10 VN et notre ambition, c'est de faire 10 pour 10, 1 pour 1. Voilà, donc on pousse les volumes. On vient de se doter, par exemple, d'un animateur digital véhicule d'occasion pour être sur les réseaux sociaux et pour pousser nos ventes d'occasion. On va réfléchir aussi à la construction d'un centre de reconditionnement VO pour fluidifier et se donner plus de process dans notre... Et avoir un peu d'économie d'échelle peut-être. Et aussi des économies d'échelle, pouvoir faire tourner et faire préparer les voitures plus rapidement, les faire tourner plus rapidement et donc développer cette activité. D'accord. Bah, écoutez, on reviendra de toute façon avec Christophe Olivier sur cette activité-là de manière plus opérationnelle. Écoutez, Olivier Ossard, merci pour cette première partie d'interview. On viendra avec vous à la fin de notre émission pour parler de perspectives d'évolution et de perspectives à la fois pour votre groupe et puis de ce que vous pensez sur l'évolution de l'automobile. Eh bien, je propose que nous passions maintenant à une partie plus opérationnelle avec les activités commerciales après-vente. Mais avant cela, bah, écoutez, nous allons faire une petite pause musicale. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Eh bien, nous voilà de retour au bar de l'économie. Nous parlons distribution automobile en compagnon des représentants du groupe Vauban Automobile, Olivier Ossard, directeur général, Sébastien Groine, responsable transversal après-vente et pièces de rechange, et Christophe Olivier, responsable du pôle de la marque Peugeot. Alors, Christophe Olivier, c'est votre tour. Question classique pour démarrer notre interview. Qui êtes-vous ? Je vous donne 2 minutes et puis présentez-vous et racontez-nous votre histoire. Voilà, Christophe Olivier, 46 ans. Je suis un produit de l'automobile, comme on dit, puisque j'ai commencé, comme beaucoup dans notre domaine, en tant que vendeur automobile.
Et puis après, j'ai évolué en tant que vendeur société, responsable des ventes société, jusqu'en 2014 au sein de... J'ai un parcours qui fait que j'ai croisé 3 groupes différents. Et puis en 2014, quand M. Ossard donc, a racheté la concession d'Herblay, il cherchait un directeur. Voilà. Donc on s'est rencontrés à cette occasion. Et pendant 5 ans, donc j'ai pris la direction du site d'Herblay, dans lequel j'ai pris mes marques dans le groupe. J'ai repris mes marques au sein de Peugeot, puisque j'avais commencé historiquement chez Peugeot. Et puis en 2020, M. Ossard a souhaité structurer ses marques avec à la tête de chaque marque du groupe un responsable. Et donc il m'a confié cette mission en 2020 et ça fait un peu plus d'1 an maintenant où j'occupe cette fonction. Voilà. Alors comme vous l'avez dit, mais je le rappelle, hein, vous avez une expérience qui a été construite avec différents distributeurs. Tout à fait. Et différentes marques. Et aujourd'hui, vous êtes le monsieur Peugeot du groupe. Tout à fait. D'accord. Alors dites-nous aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, on va le voir ensuite, qu'est-ce qui vous rend heureux dans ce poste? Ce qui me rend heureux déjà, c'est d'être dans ce groupe. Déjà. C'est une histoire de rencontre. Je me rappelle la première rencontre avec Olivier Ossard, voilà, en 2014, et la première motivation pour moi a été le fait de travailler avec Olivier Ossard. Et aujourd'hui, après 6 ans, voilà, je suis épanoui dans ce que je fais, je suis épanoui dans ce groupe. J'aime les valeurs du groupe, qui sont basées notamment sur les valeurs humaines, dans lesquelles je me reconnais totalement. Et puis voilà, au sein d'une marque qui fonctionne bien, qui a une super image, des produits de qualité, et c'est vrai que travailler avec des équipes et cette marque aujourd'hui, c'est un vrai plaisir pour moi. Donc c'est un poste qui est très large, hein, donc qui demande encore pour moi beaucoup d'investissement et de prise de marque sur certains sujets, mais dans lequel on construit tous les jours et on avance avec les équipes pour améliorer la performance de Peugeot sur nos territoires. On voit qu'au-delà du produit, c'est vraiment les relations humaines et les rapports que vous avez avec à la fois Olivier Ossard et vos collaborateurs et toute l'équipe d'ailleurs. C'était un choix d'homme. Quand je suis arrivé dans le groupe, c'était un choix d'homme pour moi. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je suis dans ce groupe-là et pourquoi j'y reste. Très bien. Alors dites-moi, on parle de Peugeot, ce nouveau Lion, il vous plaît ? Oui, écoutez, c'est l'histoire de la marque, le Lion. Hein. Donc pour nous, c'est important. Hein. C'est dans l'image du grand public. Peugeot, c'est le Lion. Donc un style néo-rétro, on pourrait dire. On pourrait faire une émission que sur lui, tellement il a changé, tellement il a évolué. Il a une histoire. Il a une véritable histoire. Et il est l'emblème de la marque. Et on revient un peu dans l'histoire, puisqu'il rappelle, avec cette tête de lion, qui est quand même très élégante, classique, classe, on pourrait dire. Puis la forme aussi, ce triangle, c'était une forme qui avait déjà été utilisée dans les années 60. Dans les années 60, hein, exactement. Pour ceux qui se rappellent des Peugeot, les 404 notamment, on retrouvait sur ces calandres ce lion-là. Donc nouvelle ère pour la marque, nouveau logo et une nouvelle voiture, puisqu'il sera inauguré sur la nouvelle 308, qui est une voiture qui a marqué l'histoire en 2013, hein, puisque ça a été la première voiture de la gamme actuelle et du renouveau de la marque. Et on sait, avec la réussite. Et voiture de l'année d'ailleurs. Voiture de l'année européenne 2013 exactement. Et qui sera commercialisée à l'automne avec ce nouveau Lion sur la calandre. Et vous avez déjà eu des retours clients ou pas? Des réactions de vos clients sur le Lion ou c'est encore peut-être un peu tôt? On n'a pas eu encore il y a une communication nationale donc, sur le sujet. Il y a une campagne de publicité forte, jeune, dynamique, qui plaît beaucoup aux jeunes. Ma fille adore. Bon. Donc c'est bien parce que la cible jeune est importante aussi pour nous et c'est nos clients de demain aussi. Donc pas encore de retour direct dans nos concessions. Trop tôt. Elle n'est pas encore affichée, elle le sera sur la nouvelle 308. Alors dites-toi, on va rentrer maintenant un peu dans l'activité. Est-ce que vous pouvez la qualifier avec quelques chiffres clés sur l'activité que représente justement Peugeot pour vous? Peugeot au sein du groupe, donc comme disait M. Ossard, c'est la première marque, hein, c'est la marque historique. On réalise à l'année, à aujourd'hui, entre 7 et 8 000 voitures neuves, 2500 voitures d'occasion, donc sur l'ensemble de nos sites. Hein, donc aujourd'hui, nous sommes présents donc, sur le Val d'Oise et les Yvelines. C'est 8 sites Peugeot. Et on réalise 120 000 heures ateliers. Nos services, donc vente de véhicules neufs, vente de véhicules d'occasion, réparation, pièces de rechange et également une activité qu'on développe, la location courte durée.
D'accord. Alors dites-moi, si on revient sur la situation actuelle, on peut dire que 2020 n'a pas été très simple avec la crise sanitaire qui avait déjà débuté. Et le marché automobile, il semble morose sur ces 2 premiers mois de l'année 2021. Comment vous voyez ça, vous? Quel est votre commentaire sur ce sujet? On a eu une année 2020 pour le moins exceptionnelle, à tout point de vue. On est sorti du confinement relativement inquiet sur l'année 2020 et on a eu un effet qu'on n'attendait pas, on a eu un report d'activité très très fort sur la période mai-juillet qui fait qu'au bilan, l'année 2020 se solde quand même par une année qui est correcte pour nous, tirée par la marque et par ce report d'activité qu'on n'attendait pas, aussi bien en véhicule neuf qu'en véhicule d'occasion et qu'en après-vente. Donc au global, on est plutôt satisfait de cette année. Par contre, ce qu'on redoutait un petit peu, c'était que les effets de cette crise allaient se reporter sur 2021. On l'a senti déjà sur la fin d'année 2020 et effectivement, le marché à fin février, donc sur les 2 premiers mois de l'année, est en recul de 11%, un marché en février en recul de 20%. Donc clairement, un marché qui régresse. On est sur un marché de résistance où nous avons quelques atouts quand même pour 2021, notamment, encore une fois, la gamme Peugeot. Donc aujourd'hui, il vaut mieux avoir une Peugeot dans les showrooms peut-être que d'autres marques. Vous êtes confiant? À nous d'en tirer profit. On reste confiant parce qu'on a des forces. Maintenant, pour autant, la concurrence est très forte. Le marché se tend un petit peu. Donc il faudra être extrêmement vigilant sur le commerce cette année, sur la communication, sur le marketing, être très présent pour bien résister, faire une année 2021 solide. Alors, parlez-nous un peu de votre organisation, puisque vous êtes ce qu'on appelle multisite. Comment vous êtes organisé? Comment est votre force commerciale? Vous avez une organisation identique sur chacun des sites? Comment vous êtes? En fait, chaque site a son autonomie de fonctionnement avec un directeur de site et puis des chefs de service. Donc chef de service véhicule, neuf et d'occasion et chef de service après-vente. Ils sont en autonomie. Sous ma responsabilité directe, moi j'échange principalement avec le directeur de site. Chaque site donc est différent, a des équipes un petit peu différentes, a des territoires différents. On ajuste, mais globalement, notre organisation est assez typée et normée. Et ensuite, en fait, on va mettre en place des process, par contre, qu'on va dupliquer et qu'on va demander à chaque site de respecter. D'accord. Et vous avez une organisation que j'appellerais centrale, c'est-à-dire qui gère l'ensemble des sites autour de vous, ou ça c'est très léger? Non, aujourd'hui, chaque site est en autonomie et me rapporte en direct. Et moi, je travaille avec chaque site en direct pour adapter, débriefer l'activité, mettre en place des process. Ça se passe entre moi et les sites. D'accord. En direct. Et sur votre personnel, en fait, vous avez un personnel qui est stable ou alors on est dans une activité où il y a du turnover? Ouais, là encore, c'est une valeur de l'entreprise, la stabilité. Je sais que M. Sarr est très attaché et c'est gage de performance pour nous. Il est important que nos clients qui sont habitués à venir chez nous voient régulièrement les mêmes personnes. On parle souvent des vendeurs, mais on parle aussi en après-vente. Ça rassure le client. Donc on est très attaché à cette stabilité. C'est un cas aujourd'hui, c'est un fait. Nous avons assez peu de mouvements. Sur la partie Peugeot, nous avons 310 personnes. En ce moment, nous recherchons entre 3 et 5 personnes sur les 310 postes. Ça peut être des départs en retraite, ça peut être des départs en province, des choix de vie, mais c'est assez rare, ou des choix personnels de changement de métier. Mais globalement, c'est très stable. Et les commerciaux, les vendeurs restent aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, clairement, on est très, très attaché à cela et on est vigilant aussi au bien-être de chacun. On est dans le dialogue, on est dans le discours pour faire en sorte que, encore une fois, un client, quand il revient, il a ses repères, il revoit son vendeur. Donc pour nous, c'est important de les conserver. Donc non, aujourd'hui, on a une très bonne stabilité. Alors, vous disiez que vous aviez quelques postes à recruter. Écoutez, allons-y. Vous cherchez quoi? Quelques postes. On a quelques postes sur des parties de productivité, de production après-vente, donc quelques compagnons. Ah, d'accord. Ça peut être sur la mécanique ou sur de la carrosserie. Je sais qu'on a un peintre en ce moment sur Argenteuil, par exemple, qui va partir en retraite bientôt. On a un nouveau site, un site tout neuf sur les Mureaux en ce moment, donc un site Trimark même, on peut dire, Peugeot Citroën DS. Sur la partie Peugeot, avec le nouveau site, on cherche un nouveau commercial pour le développement. Voilà, donc il y a quelques postes à pourvoir. J'invite les gens d'ailleurs à aller sur le site internet du groupe Vauban. D'accord. Et sur lequel ils peuvent poster leur CV. Donc le site, c'est acte de candidature, donc groupe Vauban. Voilà, ils tapent groupe Vauban et tout simplement c'est la page générique et là il y a une section spécifique où ils peuvent déposer leur CV et puis avec grand plaisir puisque
on est local, donc les gens disent 78, du 95. Il y a beaucoup de sites, il y a 20 sites, on l'a dit tout à l'heure. Et alors Peugeot, il y en a 8. Parlons un peu rémunération de ces équipes commerciales. Ces rémunérations, en fait, c'est une activité commerciale pour faire du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Vous rémunérez sur le chiffre d'affaires? Comment vous êtes structuré? Sans rentrer trop dans les détails. Hein, oui, aujourd'hui, clairement, on aligne nos rémunérations de nos commerciaux sur celles à peu près du constructeur. Aujourd'hui, le constructeur nous demande des volumes. On a des objectifs mensuels. Nos commerciaux ont individuellement un objectif mensuel. On ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle d'objectif de commande. Donc un volume par mois à réaliser. Et puis, on va animer nos commerciaux sur différents items qui vont être le financement, les accessoires. Voilà, mais on parle d'unité, nous ne parlons pas de chiffre d'affaires en termes de rémunération. D'accord, c'est à la voiture. Tout à fait. C'est à la voiture. Tout à fait. Alors, les constructeurs, tous les constructeurs confondus, d'ailleurs, ont orienté de plus en plus de rémunération vers les concessionnaires à travers la qualité. C'était vraiment nécessaire, c'était indispensable. Et comment vous relayez-vous cette rémunération vis-à-vis de vos équipes? Aujourd'hui, il y a de très très grosses attentes du constructeur sur la qualité. Ça fait plusieurs années, hein. Ça fait déjà entre 5 et 10 années selon les constructeurs, mais chez Peugeot, c'est à peu près cette période-là. Ça évolue toujours, le niveau d'exigence monte chaque année. Est-ce que c'était nécessaire? Je dirais que ça a une vertu, c'est de nous obliger à nous remettre en question de façon permanente, de mettre en place des process toujours plus poussés qui nous permettent d'avoir effectivement des niveaux de satisfaction supérieurs à 90%, voire même 95%. Donc je dirais que nous, on est dans ce raisonnement-là, on est dans cette dynamique-là et dans cette énergie-là vis-à-vis de nos vendeurs, dynamique voilà, on les emmène là-dessus et on a bien conscience que c'est aussi le commerce de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est très bon en qualité, on pérennise aussi notre activité dans les années à venir. Et vous avez vu les choses évoluer depuis que vous avez mis l'accent sur ce point? Oui, bien sûr. Oui, parce que le fait de mettre en place des process et de les déployer de façon uniforme sur tous nos sites, les équipes prennent la méthode, les équipes progressent avec un suivi rigoureux des managers. Bien sûr. On a tendance à gommer un petit peu le naturel pour avoir une attitude beaucoup plus professionnelle. C'est l'avantage du process quand il est répété régulièrement. Ça nous permet vraiment de l'animer de façon quotidienne. On professionnalise vraiment la démarche. Alors dites-moi, Peugeot aujourd'hui, c'est le succès de sa gamme. Si on parle un peu produit, c'est le succès de sa gamme et plus particulièrement, je dirais 2008, 3008, 208 également. Cela veut dire que c'est facile de faire du commerce chez Peugeot? Aucun commerce, je pense, n'est facile. Je pense que la personne qui pense cela se trompe. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une remise en question permanente. On a effectivement la chance d'avoir de très beaux produits, mais ça ne suffit pas pour vendre une voiture. Un client, aujourd'hui, et ça c'est un peu ma conviction, le digital, au moment où le digital augmente, où la relation digitale augmente, je pense qu'il faudra toujours une relation humaine. On a toujours besoin de s'asseoir dans une voiture, de l'essayer, de l'apprécier. Et en ce sens, je pense que c'est assez important de continuer à développer cette relation humaine. Et donc, la marque, en ce sens, nous donne des atouts sur les voitures, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, ce n'est pas facile aujourd'hui. Et le constructeur est extrêmement exigeant en termes de résultats et de niveau de vente. Monsieur Sarr le disait tout à l'heure, Peugeot aujourd'hui est numéro 1 du marché. C'est pas pour autant que Peugeot va baisser les objectifs ou baisser la garde. Il va continuer à nous pousser à aller toujours plus haut. Et en ce sens, nous, on ne peut pas se relâcher, mais pas un instant. Oui. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure avec Olivier Ossard brièvement, et on va revenir là-dessus, c'est sur l'activité VO, c'est-à-dire le fait que l'activité VO est très importante pour que vous puissiez vendre toutes vos voitures neuves. Tout à fait. Donc comment vous la qualifiez, vous, l'activité VO chez vous? Comment vous la dynamisez pour que tout le commerce, voitures d'occasion, véhicules neufs, soit fluide? Oui, il est important d'être. On parlait tout à l'heure de l'importance de vendre beaucoup de voitures neuves. Le sourcing vient en grande partie, de notre capacité à vendre des voitures neuves et à reprendre des voitures à nos clients. Alors, pour nos auditeurs, le sourcing, c'est d'où viennent les voitures d'occasion? Exactement, les achats. Les achats d'occasion. Alors, j'en profite, vous achetez, vous avez vos clients
qui viennent acheter une voiture neuve, à qui vous reprenez des voitures. Et vous achetez aussi des voitures à l'extérieur? Oui, on a quelques canaux différents. On a effectivement le sourcing, donc les achats qui viennent des reprises à particuliers, sur la vente de voitures neuves ou d'occasion d'ailleurs. C'est la majeure partie, ça? C'est la plus grosse partie aujourd'hui, tout à fait. Oui. Ensuite, on a le canal aussi constructeur. Donc le constructeur aussi, avec son activité occasion, propose à son réseau d'acheter des véhicules, en majorité des véhicules généralement de moins de 2 ans, qui constituent une partie de nos parcs également. Et puis après, on a d'autres canaux, ça peut être les achats directs, un client qui, pour X raison, quitte la France, expatrié, ou ne peut plus conduire, quelqu'un de la famille, quelqu'un un petit peu âgé, on veut vendre la voiture, on se rapproche du concessionnaire et on essaie de faire acheter la voiture en direct. C'est un autre canal. Alors, ce qu'il faut aussi dire à nos auditeurs, et c'est pour ça que je vous interroge là-dessus, c'est une activité à part entière, parce que vous faites de l'achat, vous faites de la vente, vous faites aussi de la réparation, et c'est de la réparation toute marque, donc c'est des compétences particulières, c'est pas que des Peugeot. Tout à fait. Donc il faut que vous arriviez à gérer tout ça. Oui, on structure. En fait, l'activité VO est vraiment une activité également totalement autonome, avec un responsable du service, des commerciaux, un secrétariat, des préparateurs, et puis des mécaniciens dédiés à cette partie. Donc on spécialise parce qu'effectivement, quand vous faites du véhicule d'occasion aujourd'hui, vous faites du multimarquisme occasion. Et donc il faut aussi des mécaniciens qui soient à l'aise d'entretenir une Peugeot ou une voiture d'une autre marque, d'intervenir dessus mécaniquement. Donc c'est vraiment un service à part, avec une approche et des process spécifiques, y compris sur la qualité, parce qu'on ne contrôle pas une voiture d'occasion de la même façon qu'une voiture neuve, elle a été déjà utilisée. Donc il y a un process spécifique également sur la qualité occasion qui est différent des voitures neuves. À travers ce que vous dites, on voit bien que c'est une activité, je dirais, entre guillemets, indispensable pour faire fonctionner tout le business. C'est-à-dire, si vous avez un VO, un véhicule d'occasion qui fonctionne mal, vous pénalisez toute l'activité. Alors la question que je vais vous poser, c'est quoi la bonne recette pour sécuriser cette activité VO? On disait tout à l'heure, déjà les bonnes équipes, hein, c'est très important. Il faut déjà écouler et avoir une bonne rotation de stock. Donc il faut avoir un parc de qualité. Donc on parlait des achats. On parlait des équipes de préparation, des voitures, ce qu'on appelle prêtes à partir. Hein. C'est-à-dire qu'un client qui vient sur un parc occasion aujourd'hui Peugeot, il voit une voiture, elle est prête à partir, il la voit en situation telle qu'il l'aura une fois qu'elle sera relavée le jour de la livraison. Alors ça c'est important ce que vous dites. Excusez-moi, je vous interromps. Parce que c'est vrai que parfois on peut aller sur des sites avec des véhicules d'occasion, on voit les véhicules sous la poussière, qui n'ont pas été nettoyés depuis un certain temps. On se demande en fait si la voiture est prête ou pas. Pour vous, c'est un point fondamental que la voiture soit prête à partir. Tout à fait. Elle doit également être garantie 8 ou 12 mois. C'est un standard Spoticar, donc le label Peugeot Occasion, on va dire maintenant, un Spoticar PSA, Stellantis. Donc oui, c'est une voiture prête à partir qui est garantie 8 ou 12 mois pour rassurer nos clients. En clair, c'est avoir une offre client de qualité qui nous différencie peut-être d'autres acteurs du marché de l'occasion, on va dire. Alors, vous parliez aussi de Spoticar, on peut faire une parenthèse, c'est qu'aujourd'hui Spoticar en fait est visible pour le client sur les sites internet, puisqu'il y a un site internet Spoticar, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc on peut voir toutes les voitures. Oui, alors aujourd'hui chaque groupe de distribution a ses occasions propres. Hein. On ne mutualise pas au niveau du réseau. Oui. Donc le groupe Vauban a son activité occasion propre, multimarque, hein, puisque bien sûr toutes les marques vendent des véhicules d'occasion. Donc les clients pour le moment aujourd'hui, l'accès à notre stock se fait sur le site du groupe Vauban, donc Vauban Occasion, qui est un site sur lequel le client peut avoir accès à toutes les VO du groupe, que ce soit Peugeot ou les autres marques. D'accord, écoutez, merci beaucoup Christophe Olivier pour avoir accepté avec beaucoup de transparence et en toute franchise les questions de cette interview. Je vous laisse respirer un peu, on va respirer d'ailleurs aussi avec vous et on va faire une nouvelle pause musicale. À tout de suite.
info, un message, une manifestation, contactez-nous. Nous voilà de retour au bar de l'économie. Nous parlons toujours distribution automobile en compagnie des représentants du groupe Vauban Automobile. Olivier Ossard, directeur général, Christophe Olivier, responsable du pôle de la marque Peugeot, et Sébastien Groine, responsable transversal après-vente et pièces de rechange. Alors Sébastien Groine, nous y sommes. C'est à votre tour. Les métiers de l'après-vente et des pièces de rechange. Alors pour débuter votre interview, vous n'y couperez pas. Hein. Comme tous les invités, je vais vous demander de vous présenter. Alors je rajoute juste une chose avant de vous passer la parole. Ce que j'ai lu en fait en préparant l'émission, c'est que vous avez une expérience qui est riche et faite à la fois chez des constructeurs et chez des distributeurs. Alors écoutez, je vous laisse vous présenter et puis nous dire comment s'est fait ce parcours. Eh bien, merci pour cette expérience riche. Alors oui, elle est variée, elle est complètement centrée sur les pièces et services, puisque j'ai débuté mon parcours chez Automobile Peugeot sur la direction des pièces et services. Je m'occupais des activités de garantie. J'ai poursuivi dans le domaine des pièces et services en rejoignant Nissan. Et donc très vite Renault dans le cadre de l'Alliance, avec différentes responsabilités. Et j'ai terminé mon parcours chez Renault alors que j'étais en charge des relations avec le groupement des concessionnaires Renault pour tout ce qui concernait la prévente. J'étais donc d'une certaine façon le trait d'union entre le constructeur et son réseau. Quand j'ai quitté Renault, j'ai rejoint un groupe d'édition de contenu technique automobile, ce qui m'a permis d'apprendre la réparation multimarque et les réseaux d'enseignes, puisque c'est un groupe qui produisait de la donnée technique et des catalogues de pièces de rechange pour à peu près tous les réseaux en France, et y compris des réseaux constructeurs, puisqu'il produisait aussi pour les réseaux Renault et les réseaux Peugeot. En 2015, j'ai souhaité compléter mon parcours en allant vers quelque chose de très opérationnel, en rejoignant les réseaux de distribution. C'est naturellement que j'ai d'abord rejoint le réseau Renault, chez un concessionnaire en tant que responsable après-vente. Et puis, toujours dans le réseau, j'ai changé de marque en rejoignant finalement mes premiers amours, en retrouvant Peugeot. Et puis en 2020, j'ai fait le choix de rejoindre le groupe Vauban, d'abord sur un poste opérationnel comme responsable après-vente d'un site, et puis donc aujourd'hui comme coordinateur des activités pièces et services. Donc je supervise l'ensemble des activités pièces et services pour le groupe Vauban. Voilà résumé mon parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien Groine. Alors on voit effectivement que votre activité elle est riche, elle est variée. Ce que je voudrais c'est vous interroger en fait sur l'organisation, parce que votre titre le comprend, vous êtes transversal, donc vous gérez toutes les marques du groupe. Donc comment vous vous organisez justement pour gérer en fait l'après-vente et les pièces de rechange pour ces 5 marques? Alors effectivement, toutes les marques, tous les sites. Alors on parle toujours de domaine de pièces et services, donc il y a beaucoup de choses en commun. Il y a également des choses différentes. Mais j'organise mon activité suivant 3 axes. D'abord un axe actualité, donc l'actualité des sites ou des marques. Les marques peuvent déployer par exemple un projet important, donc qui va me prendre du temps à un moment donné. L'actualité des sites, c'est par exemple le rattachement de nouveaux sites au groupe, mais on en parlera plus tard. Un deuxième axe avec quelques rendez-vous mensuels incontournables, la fixation des objectifs, la détermination des primes de performance, et puis également le choix des opérations commerciales du mois qu'on propose à nos différents sites. Le troisième axe, c'est le développement du business avec des points réguliers avec les responsables après-vente. Le but, c'est de définir ensemble des axes de travail et ensuite de déployer sur les sites en fonction des besoins, puisque chaque site a des besoins différents pour développer l'activité. Alors, les 2 activités sont fortement liées entre l'après-vente et les pièces de rechange. On va parler d'abord après-vente et puis si vous le voulez bien, on parlera ensuite de pièces de rechange. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous qualifier un peu votre activité avec quelques chiffres clés ? Alors sur l'ensemble des sites donc de toutes les marques, c'est environ 350 passages chaque jour dans nos ateliers. C'est plus de 165 000 heures vendues chaque année. Et notamment en 2020, 26 millions de chiffres d'affaires, donc ce sont des sommes très importantes. Pour faire tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont sur l'activité après-vente, donc c'est plus de 200 collaborateurs sur une quinzaine de métiers différents qui vont couvrir toute l'expérience client depuis la prise de rendez-vous jusqu'à la restitution du véhicule, en passant évidemment par les réparations, que ce soit des réparations simples ou complexes. Alors j'ai une question, excusez-moi du terme, elle est un peu piège en fait, mais c'est quoi votre secret aujourd'hui pour réussir dans votre métier ?
Alors, on peut considérer qu'on réussit dans le métier quand on satisfait nos clients. Et pour ça, on doit montrer que chaque client est unique. Pour ça, il faut montrer au client qu'on le connaît, qu'on connaît son véhicule, qu'on est disponible pour lui, qu'on est à son écoute. Si on fait ça, on offre au client une organisation qui est adaptée à son besoin. Par exemple, sur une intervention de courte durée, on va pouvoir lui proposer un rendez-vous sur un service rapide où le client pourra attendre confortablement. Et pour peu qu'il ait besoin de travailler, il sera installé avec un hotspot Wi-Fi, donc il pourra lire ses mails et continuer ses activités professionnelles. Pour le satisfaire, il faut aussi savoir le conseiller en lui laissant toujours le choix, donc pour les interventions utiles tout de suite, et lui parler également des interventions futures pour qu'il puisse aussi planifier son budget. Mais le choix doit toujours être laissé au client. Alors vous avez vécu, je pense, une année 2020 difficile aussi dans votre activité, peut-être moindre, mais vous allez nous en parler, que l'activité voiture neuve et voiture d'occasion. Comment ça s'est passé? Comment se fait cette transition? Et aujourd'hui, comment vous êtes en 2021 sur votre activité? Alors 2020, oui, ça a été une année très particulière. On peut dire que c'est globalement positif puisque donc on a une légère baisse de chiffre d'affaires, mais qui est sans commune mesure avec les presque 3 mois de confinement. Cette période de confinement, comme disait Monsieur Ossard, a été fortement rattrapée avant l'été. Effectivement, les gens sont restés chez eux, n'ont pas dépensé d'argent en mars, avril, mai, et ils sont venus largement au mois de juin. Nos équipes ont su être réactives puisqu'on a étendu nos horaires d'atelier, fait faire des heures supplémentaires pour que les gens puissent partir avec des voitures révisées avant l'été. C'était un moment qui a été aussi fédérateur pour les équipes parce que c'est vrai que les gestes barrières, ça paraît simple maintenant qu'on les pratique depuis presque 1 an et demi, mais organiser des parcours clients dans les concessions, ça a imposé à tout le monde de proposer des solutions originales pour sécuriser les clients et puis maintenir un niveau d'activité élevé. Il s'agit de pas trop ralentir non plus les flux dans nos ateliers. Alors on rappelle que le bon sujet qu'on évoque aujourd'hui, c'est la distribution automobile, et dans la distribution automobile, il y a aussi cette proximité avec l'après-vente. Vous, en termes d'implantation et en termes de relations, vous vous sentez proche de vos clients? Vous l'avez déjà un peu évoqué quand vous avez parlé de la qualité. Est-ce que vous êtes satisfait de cette proximité ou est-ce qu'il faut encore aller plus loin? Alors, on fait tout pour être proche de nos clients, sachant qu'on a un avantage, c'est qu'on connaît nos clients. Pour tous ceux à qui on a vendu la voiture en occasion ou en véhicule neuf, on connaît le client depuis le début. Donc ça, c'est important pour être proche du client. On doit aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, on est dans une activité qui est très concurrentielle. Faire une révision, une réparation sur une voiture, c'est finalement le service standard que le client attend. Donc on doit travailler pour être toujours plus proche du client et s'occuper vraiment du client, multiplier les petites attentions. Les petites attentions, c'est ce qui permet de dépasser l'attente du client. C'est lui restituer une voiture qui est lavée à l'intérieur, à l'extérieur. S'il a un véhicule électrique, c'est lui rendre un véhicule qui est rechargé, par exemple. Voilà, c'est toutes ces petites attentions qui font que on dépasse les attentes du client et c'est ce qui fait qu'on va le satisfaire. Alors sur vos activités, on pourrait faire l'émission qu'avec vous parce qu'il y a de nombreux sujets. Ce que je vous propose de faire, c'est j'ai fait un petit exercice que je vous soumets. Je vais vous donner des thèmes et puis vous allez me dire comment dans le groupe Vauban vous exercez en fait ces thèmes et comment ça se passe. Alors j'en ai choisi quelques-uns. La première qui est fondamentale sur tout ce qui est réparation, c'est les compétences techniques. Alors bien sûr, donc si vous me parlez de compétences techniques, je vais vous parler d'une actualité qui est très importante pour nous. Ce sont les véhicules électrifiés, que ce soit les véhicules électriques ou hybrides. La particularité, alors c'est des véhicules qui existent depuis longtemps, mais maintenant ils se généralisent. La particularité, c'est que chaque personne dans nos ateliers est au contact de véhicules électriques. Donc ça se banalise d'une certaine façon. Donc il faut faire attention à ce que les gens soient conscients des particularités de ces véhicules, puisqu'on est face à un risque invisible. L'électricité est invisible, donc on forme notre personnel à ça. Il y a beaucoup de changements rapides de technologie, donc ça veut dire qu'on doit avoir des programmes de formation qui sont réguliers. Beaucoup de formations sur l'activité ? Oui, alors il y a beaucoup de formations parce que les niveaux de dépollution des véhicules changent énormément, donc ça amène des technologies de dépollution de plus en plus complexes. Donc notre personnel a besoin d'être formé pour bien connaître ces technologies. Et puis une compétence nouvelle qui s'ajoute, je pense, qui est la capacité à analyser de l'information complexe. Sur des voitures de plus en plus complexes, on manipule de plus en plus d'informations pour le diagnostic.
Et de la même façon qu'un médecin va faire pratiquer des examens complémentaires, c'est pas tout d'avoir les examens, il faut encore être capable de les interpréter. Donc il faut monter en compétences régulièrement. Il faut monter en compétences, voilà, analyser les informations qui sont de différentes sources, qui sont parfois contradictoires, et proposer, enfin, identifier un souci sur le véhicule et proposer la solution de réparation adaptée. Et même question qu'avec Christophe Olivier, en termes de recrutement, profitons-en, est-ce que vous êtes en recherche de personnel ? Alors, Christophe, on a parlé. Oui, sur la prévente, on a à peu près 200 collaborateurs, donc on a toujours quelques recrutements en cours. On cherche effectivement des mécaniciens. On avait besoin d'un conseiller commercial service sur un de nos sites SEAT. Donc les offres sont publiées sur le site internet du groupe Vauban. Et donc, c'est avec plaisir qu'on recueille les CV des gens qui ont envie de nous rejoindre. Autre sujet, parce que vous parliez de complexité en fait des moteurs et des voitures. Est-ce que ça nécessite en fait des investissements importants, réguliers? Comment ça se passe en termes d'investissement? Alors, les investissements sur les matériels techniques, oui, bien sûr, ça concerne des outils diagnostiques, alors notamment les outils qui sont apportés par le constructeur. Et les gros investissements du moment concernent aussi les bornes de recharge électrique, parce que voilà, ce sont des investissements qui sont effectivement qui sont absolument nécessaires quand les clients viennent chez nous pour recharger les voitures, et qui sont nécessaires aussi pour faire du diagnostic, pour qu'on soit capable de reproduire les conditions réelles dans lesquelles le client utilise son véhicule. Alors, autre sujet, j'ai vu, depuis quelques années, on voit qu'il y a de plus en plus ce que je vais appeler d'offres commerciales sur cette partie-là, ce qui n'était pas le cas il y a maintenant quelques années. Vous relayez en fait ces offres commerciales. C'est important pour vous de faire des offres commerciales sur l'activité après-vente ? Oui, nous sommes dans une activité qui est maintenant qui est très concurrentielle. Donc nous devons nous distinguer. Alors, on utilise de plus en plus le marketing relationnel avec, pour nous, l'avantage, comme j'ai dit précédemment, on connaît notre client depuis le début. On a une relation qui s'inscrit dans la durée. Donc aujourd'hui, nous sommes les mieux placés pour proposer à nos clients des offres qui correspondent à son profil, à son véhicule, et lui proposer au bon moment. Donc oui, bien sûr, c'est un élément qui est très important pour nous. Alors Sébastien Groile, merci, parce que vous me faites la liaison, je voulais que l'on aborde maintenant les pièces de rechange, et sur justement l'effet concurrencé de cette activité. Comment vous la gérez en fait, cette concurrence sur les pièces de rechange ? Alors, les pièces qui sont concurrencées, elles sont nombreuses, hein, puisque ça concerne tout l'entretien et l'usure. Donc, en complément de nos gammes de pièces d'origine, le constructeur a développé depuis plusieurs années des gammes complémentaires. Alors, ça va être notamment chez PSA, donc les pièces Euro-Répar, qui vont permettre pour des véhicules qui ont à partir de 4 ou 5 ans de proposer des pièces qui sont sélectionnées par constructeur, qui sont garanties 2 ans et qui sont tarifées à peu près 20% de moins qu'une pièce d'origine. Donc ça permet à nos clients de rester dans notre réseau, tout en profitant d'opérations qui ont des tarifs qui sont adaptés à la valeur de leur véhicule, qui voit baisser petit à petit. Donc c'est un axe qui est très important pour conserver les clients le plus longtemps pour nous. Alors il me vient justement une question, est-ce que ça veut dire que vous avez du mal à conserver les clients qui ont des véhicules âgés ? C'est le grand challenge de tous les réseaux de marques, parce que naturellement, quand le véhicule est neuf, le client va venir dans le réseau parce qu'il souhaite conserver la garantie du constructeur, bien sûr, et il souhaite également renouveler, revenir aussi longtemps que possible, tant que le prix de la prestation correspond à ce qu'il comprend de la valeur de sa voiture. Et effectivement, la voiture a une valeur qui baisse petit à petit, donc c'est logique de chercher à faire des économies sur l'entretien, c'est naturel. Et donc c'est là qu'on intervient avec les forfaits Eco-Expert sur la marque Peugeot. Il y a également des forfaits qui sont proposés dans le réseau Toyota. On peut faire une révision à partir de 99 € chez Toyota, pour peu qu'on ait un véhicule à partir de 5 ans. Alors justement, vous parliez prix. L'image qu'ont les constructeurs, enfin les distributeurs de marques, c'est que les prix à l'après-vente sont chers. Vous luttez contre ça? Alors c'est une image qui n'est pas tout à fait exacte. En fait, quand dans le réseau constructeur, on va suivre précisément le plan d'entretien du constructeur. On va toujours proposer des pièces d'origine sur les véhicules les plus récents, des pièces Euro-Répar, comme je vous disais, sur des véhicules plus anciens. Mais objectivement, quand on compare des prestations qui sont réellement identiques, on a un écart qui est tout à fait acceptable. Quand on prend en compte que dans les réseaux de marque, on apporte
tous les services possibles aux clients. C'est-à-dire qu'un client, dans un réseau, que ce soit un réseau Toyota ou un réseau Peugeot, il peut venir pour une révision simple, il peut venir pour un appoint pour le contrôle de séparation des pneus, il peut venir pour une intervention carrosserie, pour un diagnostic complexe, un remplacement de pare-brise. En fait, il faut que vous soyez bon partout, quoi. On peut tout proposer et on doit effectivement être bon dans tout ce qu'on propose. Donc c'est vraiment ce qu'on propose pour se différencier des autres aussi. Et sur l'activité pièces de rechange, comment se répartit votre chiffre d'affaires? C'est vos ateliers qui sont votre premier client? Alors, si on se place au niveau du groupe Vauban, les ateliers ne sont pas nos ateliers propres ne sont pas notre premier client, puisque nous avons une plaque de distribution pièces de rechange qui réalise une grande partie de son chiffre d'affaires et des clients qui ne sont pas du groupe Vauban. Alors, qui sont ces clients? Alors, ce sont des garagistes multimarques, des carrossiers, éventuellement des agents Peugeot, des garages Citroën, tous les clients qui sont dans la zone de chalandise de notre plaque de distribution, sachant que en ayant ajouté des marques à notre plateforme de distribution, nous avons capacité à proposer à nos clients pièces habituelles qui viennent, compte tenu de la taille du parc de véhicules, on a beaucoup de clients qui viennent naturellement chercher des pièces pour des Peugeot ou des Citroën. Eh bien aujourd'hui, on est capable de leur proposer également avec le même niveau de service des pièces pour des véhicules Toyota. Alors, une question me vient à l'esprit justement parce que vous représentez les 5 marques et vous devez connaître, vous l'avez exprimé, chacun de vos clients quasiment personnellement, entre guillemets, mais ça veut dire qu'il vous faut des systèmes informatiques et une gestion de base de données extrêmement efficace. Vous avez un système informatique unique? Comment vous êtes organisé sur ce point? Alors, on a un système informatique unique à chaque fois que le constructeur nous permet d'avoir un système unique. On a le même système aujourd'hui sur les marques, une partie du système qui est unique sur les marques Peugeot, Citroën et Toyota. Et on l'interface le plus possible avec nos différents outils. À titre d'exemple, notre base de données client est partagée avec notre système téléphonique. Donc quand un client téléphone de l'extérieur, son nom s'affiche sur le combiné de la personne qui va décrocher. Alors, si on reste sur les pièces de rechange, il y a un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre aussi, c'est que c'est un secteur où on trouve beaucoup de pièces détachées qui ne sont pas des pièces détachées d'origine ou qui sont des fausses pièces, je ne sais pas quel est le terme. Comment vous vivez cela, vous ? Alors, on parle là, je pense, de la contrefaçon, voilà, le terme revient. De contrefaçon. Ouais, c'est ça. Alors, la contrefaçon, elle existe dans tous les domaines. Quand on parle de contrefaçon dans l'automobile, ça a une implication très forte sur la sécurité des véhicules, puisqu'une pièce, au-delà de son aspect, elle a une fonction, elle a une résistance, voilà, qui a des caractéristiques physiques qui font qu'elle joue sur la sécurité. Le choix qui est fait dans le groupe Vauban, c'est un approvisionnement auprès des sources constructeurs. Nous considérons aujourd'hui que les constructeurs constituent pour nous la source la plus sûre pour la sécurité de nos clients. Et c'est un canal qui se développe ou pas en France, la contrefaçon, en dehors des réseaux de marques, d'après vous? Je ne sais pas vous répondre précisément. Alors, par définition, la contrefaçon elle est plutôt cachée. Donc répondre précisément sur cette partie-là, c'est un peu difficile pour moi. Alors, une dernière question pour clôturer votre entretien. Si je dois vous dire, par exemple, pose la question pour un client, qu'est-ce qui fait que je dois venir chez vous pour faire entretenir et réparer ma voiture plutôt qu'aller ailleurs? C'est quoi, d'après vous, vos forces vis-à-vis de vos concurrents? Alors, pourquoi venir dans le groupe Vauban? Parce qu'on a du personnel qui a bien compris que la réparation de la voiture, fournir une bonne réparation n'est pas suffisante. On a du personnel qui se rend disponible pour nos clients, qui connaît nos clients et qui va pouvoir montrer en permanence qu'il connaît les clients et proposer les offres qui correspondent. Et puis, comme je vous le disais précédemment, dans le groupe, on peut réellement proposer toutes les interventions que le client pourrait aller chercher unitairement à droite à gauche. Chez nous, il a la possibilité d'avoir un interlocuteur unique qui va le servir tout au long de la vie de sa voiture. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la création d'une relation de confiance. Laisser sa voiture dans un garage, c'est pas quelque chose de neutre. Généralement, les gens se servent de la voiture tous les jours. Ils ont besoin d'une immobilisation la plus courte possible et d'avoir confiance dans la personne qui va la recevoir. Voilà ce qu'on peut proposer dans le groupe. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sébastien Groin. Je trouve que vous parlez de manière très vivante de votre activité. C'est rafraîchissant. Merci. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une dernière courte pause musicale et on reviendra avec vous, Olivier Ossard, pour parler perspectives.
Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Eh bien, nous revenons pour la dernière partie du bar de l'économie d'aujourd'hui. Alors, on va revenir avec vous, Olivier Ossard, et on va parler de l'avenir. Dites-nous, donc l'année 2021, comment vous la voyez déjà après ces 2 premiers mois? Est-ce que ça vous donne un peu de visibilité sur la manière dont elle se présente? Écoutez, elle va pas être facile. Déjà, la première étape, c'est quand va-t-on sortir de cette crise sanitaire? Donc, je pense qu'on va en sortir à la fin du printemps, j'espère avant l'été. C'est clair que la vaccination va permettre de basculer. Néanmoins, je ne suis pas sûr qu'on va assister à un rebond très fort comme l'année dernière. Sans être pessimiste, je trouve que pour l'instant, on n'a pas trop payé l'addition de cette crise. Que l'économie quand même est tant mieux sous perfusion et que du coup je pense que la sortie de crise sanitaire ne sera pas synonyme de fort rebond. Voilà. D'accord. Alors juste un point, je reviens sur 2020 puisque vous avez une relation qui est quand même à la fois très forte et très proche des constructeurs. Quand cette crise est arrivée, bon bien sûr elle était inattendue, vous avez été soutenu par le constructeur? De quelle façon? Parce que vous engagez des moyens financiers très importants sur les achats de voitures, par exemple. Oui, le premier message des constructeurs, ça a été un soutien financier. C'est vrai qu'au départ, tout le monde craignait beaucoup pour le cash. Donc, c'est sûr que tout de suite, il y a eu des mesures de soutien financier et de prorogation des échéances. Voilà. Après, l'État a pris le relais avec les fameux PGE, mais en fait, finalement, ce risque de cash a été largement exagéré et que ça n'a pas été un problème. D'accord. Mais c'est vrai que c'était un grand traumatisme quand même cette année 2020. C'est vrai que la fermeture brutale de tous nos sites, voilà, l'arrêt des usines, c'est vrai que ça a été assez terrible. Alors, pour un groupe comme le vôtre, de votre taille, je vous rappelle que vous disposez de 20 concessions et vous représentez les 5 marques que sont Peugeot, Citroën, DS, Seat et Toyota. L'avenir, c'est quoi pour le groupe Vauban? Comment sans nous dévoiler complètement votre stratégie, comment vous voyez évoluer? Vous voulez faire encore de la croissance externe, interne? Enfin, je vous laisse parler. Oui. Écoutez, l'avenir, c'est de continuer ce que j'ai fait depuis maintenant 25 ans. C'est la croissance à un rythme mesuré. De toute façon, le secteur automobile est un secteur qui est quand même plus ou moins en décroissance. Il n'y a plus de croissance interne. Donc en fait, le moyen de s'en sortir, c'est de faire de la croissance externe pour justement gommer cette croissance interne, enfin cette décroissance interne. Et puis cette croissance externe, elle nous permet aussi de générer des synergies, de se donner plus de moyens. Donc c'est aussi un moyen de faire partir des acteurs du futur. Voilà, donc quand on fait des sites multimarques, ça permet d'avoir des économies au niveau des ateliers. Lorsqu'on acquiert des concessions, ça permet d'amortir nos fonctions support sur un chiffre d'affaires plus important. Voilà. Donc d'accord. Très bien. Et donc dans ce domaine, donc je vous ai dit, donc en 2020, on a fait un pas chez Citroën en dehors de l'Île-de-France avec l'acquisition de la concession Gisors qui est à la limite de l'Eure et du Val d'Oise. Et là, on va faire un pas important d'ici 3 semaines puisqu'on va reprendre 2 sites Peugeot qui sont situés à Saint-Brice et à Chambly. Donc là aussi, on sort de l'Île-de-France, que Chambly, c'est la limite de l'Oise et du Val d'Oise. Voilà, mais donc voilà, notre actualité, c'est toujours une croissance, mais une croissance à un rythme raisonné, parce que mon souhait aussi, c'est d'être toujours dans la même zone géographique pour pouvoir développer des synergies et puis aussi pouvoir
devoir quand même surveiller mes affaires parce que c'est important aussi de garder un œil sur ce qui se passe. Une proximité avec vos équipes. Tout à fait. Alors, le monde de l'automobile, il connaît déjà et il va connaître encore de grandes évolutions. Je ne sais pas si ça sera des big bangs ou pas, mais il y a déjà une première évolution qu'on commence à vivre, c'est la voiture électrique. Les chiffres disent que les ventes se développent fortement. C'est une réalité pour vous ? Oui, c'était une réalité en 2020. La voiture électrique, je pense que 2020, c'était le virage. Alors, ce virage, il a été plus ou moins imposé, puisque l'histoire, c'est quoi? C'est la Commission européenne qui dit que à partir de 2020, c'est les constructeurs qui mettront à la route des véhicules qui font plus de 95 grammes en moyenne auront à payer des amendes. Donc, du coup, ça a obligé les constructeurs à électrifier leur gamme, puisque le moyen de baisser le grammage CO2, c'est de mettre à la route des véhicules électriques, puisque les véhicules électriques, ça ne produit pas de CO2. Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'en 2020, c'était vraiment l'année de la transition écologique et on redoutait beaucoup cette année parce qu'on se disait, ils sont fous, ils nous mettent des objectifs de véhicules électriques qu'on n'atteindra jamais. Et puis en fait, la crise du Covid est venue là-dessus. On aurait pu penser que tout allait être balayé, que ces contraintes étaient vraiment malvenues compte tenu de la crise sanitaire. Et en fait, ça n'a pas du tout été un obstacle. On a même l'impression que peut-être cette crise sanitaire a provoqué une réaction écologique chez les gens et que ce virage électrique, il s'est vraiment fait en 2020 et que maintenant, je pense que il ne s'arrêtera plus. Et pour autant, il commence à se dire que l'électrique est un développement polluant. C'est-à-dire, si on prend toute la chaîne de la fabrication du véhicule, est un véhicule qui pollue. Et on parle beaucoup d'hydrogène. Alors, c'est quoi l'avenir? C'est l'hydrogène, c'est l'électrique, c'est les deux? Quel est votre avis sur le sujet? Je pense que l'avenir, dans un premier temps, c'est l'électrique. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat sur le recyclage des batteries. Est-ce que l'électrique, finalement, avec l'histoire du recyclage des batteries, ça fait plus de CO2? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas spécialiste. Oui. En revanche, ce que je sais, c'est ce que je vous disais, c'est que le virage est pris et qu'il ne s'arrêtera pas. Alors oui, l'hydrogène, c'est bien parce que c'est l'électrique sans batterie. Donc, par rapport au problème du recyclage des batteries, c'est clair que l'hydrogène, c'est bien pour ça, mais l'hydrogène, c'est quand même quelque chose. Alors, Toyota a sa première voiture hydrogène qui est sortie en 2015, qui s'appelle la Mirai. Le modèle vient d'être actualisé. Voilà, donc l'hydrogène c'est formidable, ça viendra, mais ça viendra, je pense, par le camion, parce que l'hydrogène, il faut alors le ravitaillement aussi se fait beaucoup plus rapidement que sur l'électrique, puisque vous pouvez recharger un véhicule à hydrogène en moins de 5 minutes, puisqu'il suffit de mettre de l'hydrogène dans le réservoir du véhicule, sauf que les stations de recharge d'hydrogène, ça coûte 1 million d'euros pièce. Voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, c'est sûr que c'est l'avenir, mais je pense que c'est peut-être l'avenir dans 20 ans. Et ça viendra plus à travers le camion, le train, voilà. D'accord, par d'autres moyens de communication aujourd'hui. Voilà. Mais je pense quand même que là, j'entendais hier que la France voulait interdire la vente de véhicules autres que électriques à partir de 2035. Donc, je pense que le virage électrique, il est pris. Mais enfin, attention, parce que là, on est en train de satisfaire, on vend à peu près 10 à 15% de véhicules électrifiés, alors, soit full électrique, soit hybride rechargeable. Mais on est en train de satisfaire actuellement des clients qui n'ont pas trop de problèmes de recharge, parce qu'ils ont des pavillons individuels, ils rechargent chez eux. En revanche, je trouve que sur l'espace public, le réseau est vraiment pas du tout développé. Il faut vraiment qu'il y ait de ce côté-là un gros effort, sinon il va y avoir vraiment un problème. Ouais. Et Christophe Olivier, j'en profite justement, vous avez des clients qui rentrent dans les showrooms et qui vous disent je veux de l'électrique ou je veux de l'hydrogène? Ils ont déjà fait cette démarche-là? Oui, aujourd'hui, clairement, c'est rentré. Le public est sensibilisé. Il y a des gens qui avaient déjà une sensibilité écologique, donc qui étaient dans l'attente d'offres constructeurs.
Et puis, il y a de plus en plus de gens se rendent compte que leur besoin est totalement... pour le véhicule électrique répond totalement à leurs besoins. C'est qu'aujourd'hui, 3 personnes sur 4 font moins de 30 km par jour. Ah, c'est sûr. Oui. Donc aujourd'hui, que ce soit un véhicule hybride, parce qu'il offre une polyvalence, comme on a nous le 3008, la 508, c'est-à-dire des voitures à la fois familiales qui peuvent leur permettre de partir en vacances en autonomie, mais 80-90% de l'année, ils roulent en électrique en chargeant la nuit chez eux. En 2h30, ils rechargent 50 km. Donc c'est parfaitement adapté. Donc oui, il y a une vraie demande client, ça c'est vrai. Donc il y a un travail et un accompagnement parce que les clients sont à la fois curieux, mais pas en maîtrise complète des systèmes de recharge, comment je vais installer chez moi les bornes. Et nous, on est là pour les accompagner, aussi bien pour la vente de véhicules, mais aussi pour leur permettre de charger et d'être autonomes en recharge à leur domicile. Donc on a une offre complète, packagée, et pour les accompagner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur entre 12 et 15% de nos volumes. Donc, ce qui est déjà pas mal quand même. Ce qui est bien, ce qui est très bien, sachant que le véhicule électrique reste un véhicule qui, pour certains clients, peut paraître cher au départ, mais par contre, une fois qu'on ramène en coût d'utilisation, pas de carburant à payer. Quand on met tout bout à bout, le prix d'une thermique aujourd'hui, globalement, sur une 208, c'est le prix d'une électrique. Donc c'est plus un choix après d'usage et de sensibilité que de coûts financiers. Et Olivier Haussart, vous l'avez évoqué, c'est que ça, pour l'instant, ça s'adresse à des gens qui sont capables de recharger chez eux. C'est-à-dire que tous les immeubles collectifs aujourd'hui ne sont pas adressés pour ce type de clientèle. Donc là aussi, il va falloir faire des investissements pour que le client puisse faire ses recharges. Ouais, tout à fait. Moi, j'habite Neuilly. C'est vrai que j'ai un parking Indigo en bas de chez moi, qui est tout récent, mais il n'y a que 2 bornes. Voilà, et donc, elles sont souvent pleines. Donc, heureusement, je peux recharger mon véhicule dans les garages, mais sinon, c'est vrai qu'il y a une contrainte. Alors, en termes de contraintes, justement, puisque vous êtes là, il y a quand même une question qui me titillait, et j'ai envie de vous la poser, que ça concerne le diesel. Surtout que Peugeot avait la réputation d'être un acteur extrêmement important sur le diesel. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure que souhaite prendre Anne Hidalgo, la maire de Paris, d'interdire tout véhicule diesel dans Paris d'ici 2024? Voilà aussi, je vais pas rentrer dans le débat diesel essence parce que ça c'est un débat qui est faussé. Un diesel émet moins de CO2 qu'un véhicule essence. Bon. En revanche, c'est vrai qu'il y a des aspects, ça dépend comment on mesure les émissions. Il y a d'autres émissions sur lesquelles le diesel est moins bien placé, même si aujourd'hui on sait faire des diesels très très propres avec un filtrage quasiment total. Mais de toute façon, je pense que les médias ont tranché, Anne Hidalgo a tranché. Je pense que le diesel, voilà. Mais vous le sentez, pardon, je vous interromps. Vous sentez dans les ventes en fait une diminution des ventes diesel? Oui, clairement, 2020 était un tournant. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à particulier, ça avait déjà commencé depuis 2015, on voyait nos ventes diesel à particulier régresser. Là, clairement, aujourd'hui, à particulier, les volumes diesel sont très très faibles. Alors après, attention, quand même, ça dépend de la zone géographique. C'est-à-dire qu'un client Peugeot d'Argenteuil n'est pas un client de Mantes-la-Jolie. On est quasiment sur les zones quasi rurales où les distances sont beaucoup plus longues, où le diesel peut encore exister. Donc là encore, je dirais que ça dépend aussi des utilisateurs. Mais globalement, la tendance, en particulier, ça baisse. Et à société, il y a une vraie mutation qui est en train de se créer vers l'hybride. Parce que là, il y a en plus les aides, il y a pas mal d'aides et de supports. Exonération de taxes sur les véhicules de société, carte grise gratuite, etc., etc. Donc c'est vrai que là, il y a une vraie volonté politique de réorienter les achats vers les véhicules propres. Donc clairement, le diesel a tendance à régresser et c'est inéluctable. On voit bien que les cartes sont là aussi en train de se redistribuer et qu'on est dans une période plutôt de transition. Alors, pour terminer l'entretien, pour terminer l'émission, Olivier Haussart, je vais vous laisser la parole pour regarder d'une manière plus globale. Vous nous avez parlé de vos perspectives de développement et d'évolution. Si on élargit un petit peu plus au niveau de la distribution automobile, c'est quoi votre vision sur l'évolution de la distribution automobile ?
je suis confiant sur l'avenir de mon métier, sinon j'investirais pas dedans. Voilà. Il y a des changements, oui, mais nous nous adaptons. Je dirais qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans un showroom, ça n'a rien à voir avec un showroom d'il y a 20 ans. Il y a une digitalisation croissante, voilà, donc on s'adapte. Le client aussi change, puisque avant, pour acheter un véhicule, le client il venait 3-4 fois. Maintenant, le client il fait toutes ses premières démarches sur Internet et il vient une fois en concession, renseigner, mais il vient pour voir physiquement le véhicule, l'essayer, qu'on réponde aux questions dont il n'a pas trouvé la réponse sur Internet. Donc justement, il faut que nous, on s'adapte en ayant des commerciaux qui soient très bons sur l'aspect présentation, essai du véhicule, qui soient très bons pour aussi saisir cette opportunité qu'il a de faire l'affaire, puisque le client ne vient qu'une fois. Voilà, donc ça, c'est des adaptations que l'on doit avoir dans notre fonctionnement. Sinon, moi, je suis confiant parce que aussi, on a un rôle logistique très important. On l'a vu pendant la crise sanitaire de 2020. Les constructeurs, quand même, ils étaient bien contents de nous avoir parce qu'un véhicule, alors on en parlera peut-être pour finir sur le véhicule autonome, mais dans l'automobile, un véhicule, ça se déplace pas tout seul, ça se stocke pas tout seul, et notre rôle, il est très important sur la logistique. Et tant que, je vous dis, les véhicules ne se déplaceront pas tout seuls, on a tout à fait notre place, et parce qu'on remplit un rôle logistique qui a une valeur ajoutée certaine. Alors, véhicule autonome, justement, on commence un peu à en parler. Vous en êtes où, là? Je demande l'avis plutôt d'un professionnel. Hein. Les constructeurs évoluent beaucoup là-dessus. C'est un axe de développement. C'est quoi? Alors, le véhicule autonome, je vais vous raconter une anecdote parce qu'alors, il y a 4 ans, j'ai un ami qui travaillait dans une grande banque d'affaires et qui travaillait sur l'introduction en bourse je crois, d'ALD. Et qui me dit, mais ton métier c'est mort, dépêche-toi de vendre. Et il me montre une étude qui avait été faite justement et qui parlait des véhicules autonomes et des robots taxis et qui prévoyait qu'en 2030, 90% des déplacements des Américains se feraient en robot taxi. Bon. Alors c'est vrai que je les ai tous stressés, j'aurais tous parlé de ce truc-là dans mes équipes. Voilà, bon, la réalité c'est quoi? C'est qu'il ne se passe pas grand-chose, que c'est très compliqué, que c'est très cher, que quand même, quand vous vous déplacez, je sais pas, quand vous voyez qu'il y a quand même 30 millions de véhicules en France, voilà. Donc finalement, mon angoisse s'est un peu dissipée parce que alors, sauf si vraiment il y a ce véhicule, ce robot taxi arrive, mais je vous dis pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose et je pense que le véhicule autonome, il y a des constructeurs qui ont arrêté d'investir dessus parce qu'ils disent on n'ira pas au-delà du fameux stade 3. Parce que le stade ultime, c'est le stade 5 où vous n'avez rien à faire, voilà, mais ça sera très cher. Donc, je pense que le véhicule autonome, ça sera plutôt des navettes sur des trajets prédéfinis. Je peux me tromper, hein, mais... Bah écoutez, on va voir. Hein, je pense que c'est effectivement très tôt pour avoir une position qui soit à la fois claire et sérieuse. Bah écoutez, on arrive au terme de l'émission. Olivier Ossard, Christophe Olivier, Sébastien Groine, il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement d'avoir participé à notre émission. Alors vous retrouverez bien sûr le bar de l'économie dès lundi prochain avec Florence Sueur qui sera, j'en suis sûr, en pleine forme pour une nouvelle émission. Belle et excellente journée à toutes et à tous et ciao ciao.